Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et on est maintenant entré dans le mois de décembre. Officiellement, on est le 5 décembre et vous écoutez Côte-Nord Attitude. Tommy Auger, journaliste pour Nous TV Sept-Îles et Jean Saint-Pierre, journaliste d'Attraction Radio. Salut Jean. Bonjour Tommy. Ça va bien? Ben oui. Good. On va la prendre, la tempête de neige, coudonc. Ouais, regarde, ben, comme si on avait le choix. Demain matin qu'on va se lever, ça va être plein. Ben ouais, puis si jamais vous avez l'occasion de donner un petit coup de pelle ou un petit coup de souffleuse ce soir, profitez-en parce que s'il se met à mouiller demain, vous risquez de pas la trouver drôle. Elle va être lourde. Ben c'est ça, on est en décembre. Tout est possible ça, en décembre. Exact. Et ce midi, à Côte-Nord Attitude, on va d'abord s'entretenir avec le dentiste François Morache à Port-Cartier. Il est retraité, ou presque, Monsieur Morache, puisque déjà, au début des années 1970, c'était un pionnier, Monsieur Morache. C'était un des premiers dentistes à faire la ronde de lait là, en Basse-Côte-Nord, en avion, bien sûr, pour desservir donc tout le secteur, là, les dispensaires et Blanc-Sablon. Il y avait un article de notre collègue Amy-Jane Derry dans le Journal de Québec en fin de semaine. François Morache, c'est ce qu'il va faire dans l'entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt ce matin, nous décrit la réalité, la situation en Basse-Côte-Nord au début des années 70. Ça s'inscrit bien sûr dans tout ce qu'on a entendu la semaine dernière là, concernant les enfants autochtones disparus, notamment des familles de Pakwashipi qui ont témoigné la semaine dernière à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparus ou assassinés. Il y a eu des choses peut-être pas qui s'expliquent, mais en tout cas qu'il faut comprendre le contexte avant de juger. C'est un peu le sens de cette entrevue avec François Morache là. Il a vraiment connu des histoires qu'on décrit aujourd'hui puis qu'on se dit mon Dieu, on est-tu au tiers-monde là? Ben non, on est sur la Côte-Nord chez nous, en Basse-Côte-Nord dans les années 70 puis encore aujourd'hui la réalité est parfois assez spéciale du côté de la Basse-Côte. François Morache, un des premiers dentistes à avoir pratiqué en Basse-Côte-Nord, est avec nous en entrevue à 12h15 à Côte-Nord Attitude. Ensuite, Tommy, on va parler de cuisine collective. C'est de plus en plus populaire au Québec. Là, on en a une belle à Exactement. On a inauguré jeudi dernier du côté du fameux Moxie, de la maison Alouette, une nouvelle cuisine, là, toute nouvelle, toute moderne. Et c'est l'Envol, maison de la famille, qui s'en occupe, qui gère un peu tout ça. Mais évidemment, ça sera pas juste à l'exclusivité de l'Envol. On a bien des beaux projets pour ça. C'est particulier parce que il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. Ils peuvent s'en servir pour l'Envol, des cuisines collectives, etc. Mais ça prend de l'investissement pour une cuisine. Là, n'importe qui rénove sa cuisine, on le sait. Là, il y a deux choses qui coûtent cher à rénover dans une maison, une cuisine puis une salle de bain. Fait que ça prend de l'argent pour rénover puis se construire une belle cuisine comme ça. Il y a des normes évidemment aussi à respecter là pour la salubrité et l'utilisation de tout ça. Donc, on pourra en parler dans le détail avec Bernice Villeneuve de l'Envol Maison de la Famille. Et il y a d'anciens de Sept-Îles qui s'impliquent au profit de la maison de soins palliatifs l'Élim des Sables chez nous. C'est des gens de Québec qui organisent, je pense que ça va être la 3e édition, un souper de crabes et crevettes. Ouais. Louis Hamel est de passage de retour dans son Sept-Îles natal. Il sera avec nous à 12h40 pour nous parler de son implication. C'est un des fondateurs de cette activité devenue annuelle, souper de crabes et de crevettes. Je pense que c'est pas à Québec même, là, c'est à tout près de Québec, là, des Lauriers, juste ça arrive sud de Québec, je pense. On aura les détails. Suzanne Cassista sera avec nous également pour faire le point sur la campagne de financement de notre maison de soins palliatifs de la rue Arnaud, l'Élim des Sables. En fin d'émission, Côte-Nord Attitude, on a la chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne. Tu sais qu'il faut avoir 16 ans pour conduire une motoneige, c'est la loi. Alors, comment c'est géré par les assurances, ces choses-là? Souvent, on laisse les jeunes de 14-15 dans le cours du chalet là, se promener en motoneige. La loi est comme ça. Il faut avoir 16 ans. Il n'y a pas de permis spécial comme les petites mobylettes d'été. Là. On en parle à la chronique assurance avec Guy Duchesne en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Mais juste avant, les actualités locales et régionales. Actualité Pure FM.
On parle d'abord de la compagnie Rio Tinto Fer et Titane qui connaît finalement une meilleure saison que prévu à sa mine Tio au nord de Havre-Saint-Pierre. La production 2017 s'étale sur 28 semaines après des ralentissements importants avec seulement 24 semaines d'opération en 2015 et 2016. Le président du syndicat des métallos de Havre-Saint-Pierre, Steve Arsenault, a rencontré les dirigeants de la compagnie la semaine dernière. L'entreprise évalue 2 scénarios pour 2018. La saison de production pourrait s'étaler sur 30 ou 33 semaines de travail. Rio Tinto souhaite hausser de 5% la production de son usine de transformation de Sorel, qui reçoit 100% de la production de la mine de titane de Havre-Saint-Pierre. Le prix du fer se redresse sur les marchés mondiaux. Il a fait un bond de 10 $ la tonne pour atteindre 71 $ US le 1er décembre. Le prix de la boulette de fer représente une prime de 50 $ la tonne pour ArcelorMittal qui envisage d'accroître la production de son usine de Port-Cartier. L'usine de bouletage d'Arcelor a une capacité de 9 millions de tonnes. Elle opère avec 320 travailleurs sur 2 lignes de production. L'usine de Port-Cartier transforme environ le tiers du concentré de fer produit à la mine du Mont-Wright à Fermont. ArcelorMittal réalise des études d'ingénierie pour augmenter sa production à Port-Cartier de 500 000 tonnes par année. Le marché pourrait être favorable au projet avec un prix de la boulette de fer de plus de 120 $ US la tonne présentement. On a plein de statistiques avec le bilan qu'on dit positif pour le tourisme sur la Côte-Nord. Le nombre de visiteurs serait en hausse selon Tourisme Côte-Nord, qui dresse donc un bilan positif de la dernière saison. La majorité des entreprises touristiques déclarent une augmentation de la fréquentation. Le taux d'occupation des établissements hôteliers a progressé de 4% de mai à septembre 2017, comparativement à la même période l'an dernier. Du côté des camping, le taux d'occupation affiche un bond de 8,4%. Par contre, la fréquentation dans les 21 bureaux d'accueil de la Côte-Nord est en baisse. Le site web tourismecotenord.com, lui, a connu une hausse de fréquentation de 20%. 75% des visiteurs souhaitent profiter de la nature, c'est notre produit d'appel. Oui. Le tiers des gens qui viennent sur la Côte-Nord l'été se déplacent principalement en espérant voir des baleines. 68% des touristes de passage sur la Côte-Nord sont des Québécois, 20% des Européens, seulement 3% d'Américains. Le directeur de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc, calcule que les visiteurs ont dépensé 100 millions de dollars chez nous en 2017. PAL Airlines et Air Borealis contribuent à 30 000 $ à 7 organismes de bienfaisance sur la Côte-Nord et du Labrador. Les entreprises profitent de la période des fêtes pour redonner aux communautés locales desservies. Transit Sept-Îles reçoit ainsi 5 000 $ en dons. Le club de l'âge d'or de Chevry a aussi été choisi pour un don de 5 000 $ des transporteurs aériens de la région qui s'associent ainsi pour une 7e édition de distribution de dons. Et je reviens sur Tourisme Côte-Nord qui vient de se donner un nouvel outil de promotion des sentiers de motoneige et de quad. Un carnet de 76 pages remplace la grande carte de motoneige qui était publiée chaque année depuis un petit bout de temps. On y retrouve donc sur ce carnet les boucles, les circuits de motoneige de la Côte-Nord, ainsi que des suggestions d'activités abondamment illustrées. Le carnet Motoneige et Quad Côte-Nord est distribué à grande échelle avec plus de 25 000 exemplaires qui seront distribués notamment dans des salons de la motoneige à Québec, Drummondville, Toronto et New York. Voilà. Il faut se rappeler le contexte avant de juger de la situation de la Basse-Côte-Nord au début des années 1970, alors que des enfants autochtones n'ont jamais été rapportés à leurs parents. On en parle avec François Morache, le dentiste de Port-Cartier, était un des premiers à pratiquer ce métier en Basse-Côte-Nord à cette époque. Vous écoutez Côte-Nord Attitude sur les ondes de Pure FM 94.1. Attitude. Chaque année, le Père Noël reçoit plus d'1 million de lettres des enfants du Canada et de partout dans le monde. Il lit chaque lettre qu'il reçoit et chaque personne qui lui écrit reçoit une réponse. Comment fait-il? C'est magique. On ne le sait pas vraiment. Mais si le Père Noël a trouvé le moyen de faire voler ses rennes, c'est qu'il a plus d'un tour dans son sac.
Alors, envoyez vos lettres à cette adresse. Père Noël, Pôle Nord, Canada, HOH, OHO. Et n'oubliez pas d'indiquer l'adresse de retour pour qu'ils répondent. Voici à quoi ressemble la vie quotidienne ordinaire. Et voici à quoi ressemble la vie quotidienne avec la boutique Attraction. Il y a de quoi célébrer avec la boutique Attraction. C'est la nouvelle façon d'économiser. Tout est à un minimum de 50% de rabais avec de nouvelles offres chaque semaine. Sorties, détente, resto, cadeaux, vas-y et profite de la vie à moitié prix. Boutiqueattraction.com. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Pourquoi je souris quand tu ris? Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Ce sera nous dès demain. I'm still loving you. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. On va s'entretenir avec le dentiste bien connu du côté de Port-Cartier, François Morache, pour parler de la situation en Basse-Côte-Nord. On a beaucoup parlé de Pacoashippi, d'enfants disparus, notamment avec le passage de l'enquête nationale sur les femmes autochtones qui étaient de passage à Maliotenam la semaine dernière. Mais c'est intéressant de se rappeler le contexte. Il y avait d'ailleurs un article dans le Journal de Québec récemment où le dentiste de Port-Cartier, François Morache, rappelle quand même ses expériences en Basse-Côte au début des années 70. Docteur Morache, bonjour. Bonjour, bon matin. Ça nous rajeunit pas de parler du début des années 70. C'était le début de votre pratique comme dentiste sur la Côte-Nord? Oh mon Dieu, on remonte à 44 ans, là. Ben oui, c'est ça. Alors, déjà, j'étais un jeune dentiste et j'étais probablement le tout premier dentiste québécois certifié qui a travaillé dans cette région-là parce que j'ai pas retrouvé de traces de dentistes québécois, disons à Blanc-Sablon et sur la Basse-Côte-Nord. C'était, en fin de compte, un dentiste qui venait d'Angleterre, qui s'occupait de cette région-là, qui provenait, en fin de compte, de ce qu'on appelait autrefois en 1965 la Grenfell Mission. Alors, c'était un docteur qui s'était installé à Harrington Harbour parce que, premièrement, c'était un territoire qui appartenait à l'Angleterre, je veux dire, jusqu'en 1927, lors du repartage de la frontière, etc. Puis après ça, le Labrador est devenu canadien en 1949 et est rentré dans la Confédération. Alors, on avait la présence de médecins anglais, c'est-à-dire britanniques. On avait aussi la présence de dentistes et aussi la présence d'infirmières en Basse-Côte-Nord, entre autres à Kegaska, Mutton Bay, Saint-Augustin, Sainte-Augustine. Alors, c'était normal dans ces temps-là parce que autant Ottawa que Québec ne savaient pas trop quoi faire de cette région-là. En fin de compte, les deux communautés étaient tout simplement abandonnées, là. C'était beaucoup de pauvreté, là. Même aujourd'hui, la Basse-Côte-Nord, depuis les moratoires sur les pêches à la morue, là, la pauvreté s'est accentuée. Mais à l'époque, au début des années 70, particulièrement dans les communautés autochtones, c'était une situation qu'on comprendrait assez mal aujourd'hui. Disons qu'on va parler juste de l'Hydro-Québec puis juste de l'électricité. On était fiers de Manic 5, mais l'électricité n'a jamais été en Basse-Côte-Nord, là. Prenez le cas, par exemple, de Kegaska. Je pense que de mémoire, ils ont eu l'électricité en 1973. Si vous vous rappelez le film La Grande Séduction, Harrington Harbour, on les voit se promener avec un fanal. Ben oui. Alors, c'était vrai. Quand j'étais, par exemple, dans certaines communautés, il y avait toujours encore le fameux fanal qui était on va dire ça dans le salon, mais dans on appelle ça le nursing station, c'est-à-dire le dispensaire. Mais bon, ils n'avaient pas d'électricité. Alors, entre autres, par exemple, justement, à Pacoashippi, tu n'avais pas de frigidaire. Deuxièmement, aussi, à Pacoashippi, ce que j'ai constaté, ce que tout le monde constatait, c'est qu'il n'y avait pas de l'eau courante. Alors, on leur avait bâti des maisons, mais disons que la baignoire puis l'évier servait strictement à rien. On dépassait un peu le caribou, mais on n'avait pas le choix, là. Faut dire
qu'à l'époque, c'était pas officiellement une réserve. On voulait même pas les voir là, les Inuits. On aurait préféré là toutes les déporter ou qu'ils soient centralisés à la Romaine ou même à Sept-Îles ou Bétiamite, là. Oui, ben c'est parce qu'on a l'exemple le classique, par exemple, à Sept-Îles, vous avez 2 communautés séparées de peut-être 15 km, là, j'ai pas les chiffres exacts. Ça aussi, on aurait aimé les centraliser à un seul endroit, je pense, à l'époque. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il y avait une duplication des services. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve avec 2 pistes d'atterrissage, une à la Romaine, puis une autre à Sainte-Augustine. Alors, Ottawa voulait freiner une espèce d'exode un peu partout au Labrador, et puis essayer de plus centraliser pour diminuer les coûts d'opération au niveau, par exemple, des dispensaires, des écoles, etc. Alors ça, c'était la politique au départ. C'est pour ça que en 1970, cet Aquashippi a jamais été reconnu comme une entité distincte, disons, de la Romaine. Comme vous, par exemple, vous étiez dentiste, là, les équipements, les dispensaires, il n'y en avait pas partout. Vous étiez pratiquement un arracheur de dents peu équipé à l'époque, quoi. C'est des conditions spéciales aussi là-dessus, là. Ben, j'avais une bonne base en chirurgie, par exemple. Alors, disons que, il n'y avait pas d'équipement portatif comme on en a aujourd'hui. Disons que, il y avait juste 2 équipements qui étaient à Harrington Harbour, qui étaient, diluviens. On appelle ça un brontosaure. Alors, vous avez peut-être vu ça dans des films, là, avec l'espèce de courroie puis les poulies que le dentiste utilisait pour fraiser une dent. Alors, on appelait ça des scalpers, c'est-à-dire que si tes cheveux rentraient dans la poulie, c'était sûr que tu perdais des cheveux, là. Alors, puis il y avait un équipement plutôt moyen, disons, à blanc-sablon, mais je veux dire, dans les dispensaires, il n'y avait absolument rien, là. Je me souviens que j'utilisais la table d'examen en gynéco-obstétrique, on enlevait les étriers, puis ça me faisait ma table pour faire ma propre chirurgie, là. Eh ben, c'était la débrouille, là. À l'époque, c'était la débrouille totale, et puis vous faisiez ce qu'on appelait la flying run, là, la tournée en avion des dispensaires de la Basse-Côte. Oui, disons, j'apportais, il y avait un peu d'équipement, entre autres, dans le domaine de la prothèse complète et partielle, donc je mettais à bord de l'hélicoptère, mais même là, le poids de l'hélicoptère était bien souvent limite, on dépassait même le poids permis à cause que, on transportait des enfants. Disons que le Bell Ranger, à l'époque, c'était le petit modèle, là, c'est pas celui que vous voyez dans les guerres du Vietnam. C'était juste 4 places. Alors déjà, au départ, on perdait une place parce que, il y avait toujours une infirmière escorte, comme on l'appelle, un peu comme les ambulances, alors pour le transport des enfants, mettons, là, déjà, au départ, on avait 2, peut-être des fois 3 places de prise. Après ça, il fallait garder une place pour le déplacement en urgence d'une femme qui allait accoucher, soit à Blanc-Sablon, ou bien non à Saint-Anthony. Alors, ou bien non, un cas d'insuffisance respiratoire, ou bien non, un cas cardiaque. Alors, c'est pour ça que j'aimerais rappeler aussi que concernant cet hélicoptère-là, c'était un hélicoptère ambulance et non pas un hélicoptère taxi. Et ça, il y a eu beaucoup de confrontations avec la population locale. Si tu voulais aller à l'hôpital, t'appelais pas ça comme un taxi, là. Ouais. Alors, et les patients devaient retourner, un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fallait, par leurs propres moyens, c'est-à-dire qu'ils devaient reprendre soit la motoneige en hiver, ou bien non, reprendre le bateau à Fort-Mingan pour retourner, mettons, à Saint-Augustin. Ça veut pas dire, quand même, c'était un contexte, c'était la façon de travailler à l'époque, c'est la Basse-Côte-Nord qui est pas reliée par route, mais les gens, là, je pense aux religieuses qui étaient très présentes dans les dispensaires dans ce temps-là, comme infirmières, je pense à vous comme dentiste, les médecins qui faisaient la tournée de la Basse-Côte également, là, ces gens-là, pour vous autres, c'était difficile de pratiquer, mais sur le plan humain aussi, là, ça veut pas dire qu'on n'était pas soucieux de la santé des Inuits, notamment. J'ai vu des cas de dévouement incroyables, là. Je veux dire, des religieuses qui se réveillaient à 2h du matin pour prendre une radiographie. Disons que les enfants autochtones qui nous arrivaient, ils étaient couverts de gomme d'épinette, de gomme de sapin dans les cheveux. Et pourquoi que c'était comme ça? C'était pour protéger les enfants contre les mouches noires. Disons qu'en forêt, ils avaient absolument rien. Ce qu'on appelle les bons vieux band-aids d'aujourd'hui, ça n'existait pas. Là, on prenait les moyens que la nature nous offrait. C'était, la gomme d'épinette. Alors les infirmières devaient laver avec un shampoing spécial les cheveux des enfants. C'était la première chose qu'on faisait lorsqu'ils arrivaient à la réception au premier étage. Et puis tout le monde, moi-même aussi, tout le monde, on faisait une équipe multidisciplinaire par la force des choses. Moi, j'ai déjà aidé des infirmières à descendre la dépouille de quelqu'un qui était décédé à la morgue. Alors ça faisait pas partie de mes tâches, là, mais je me souviens dans un dispensaire que je ne veux pas nommer, il a
fallu que je recoue la jambe d'un marin qui s'était rentré un couteau dans la jambe, puis ça saignait abondamment, puis bon, évidemment, l'hélicoptère n'était pas disponible. Alors, c'était, on appelle ça la médecine puis la dentisterie de brousse, là. Et bon, il y a entre autres le pilote d'hélicoptère, là, on en parle dans le Journal de Québec en fin de semaine, dans l'article, là, il y avait une grande responsabilité, le pilote d'hélicoptère, quand on parle d'enfants disparus qui n'ont pas été retournés à leur famille à Pacoashippi à l'époque. C'était à l'époque du nomadisme aussi, là, ces gens-là étaient souvent dans le bois en hiver, hein? Comme il n'y avait pas d'électricité, etc., bon, il y avait toujours le problème de ravitaillement. Alors, je me souviens aussi qu'on utilisait beaucoup le sel, c'est-à-dire que la viande de bois, de même que la morue, entre autres, là, on utilisait le sel pour pouvoir le conserver parce qu'il n'y avait pas de frigidaire, là, dans le sens qu'on entend aujourd'hui. La zone, par exemple, de Sainte-Augustine était une zone de brume. Alors, vous aviez la mer qui était froide et la terre qui se réchauffait. Alors, au risque et au péril, les membres d'équipage, il fallait justement là, atterrir très tôt le matin pour éviter la brume. C'était pas évident pour le pilote non plus, là. C'était pas un lieu accessible, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais il y avait des interdictions. Le pilote n'avait pas le droit de survoler la mer. OK, non plus, oui. À cause de l'accident avec le docteur Camille Marcoux, qui est décédé très proche, justement, là, du rivage de la mer. Alors, une autre chose en langage d'aviation, le pilote n'avait pas le droit de voler ce qu'on appelle IFR, c'est-à-dire qu'il devait voler ce qu'on appelle vol à vue et non pas vol aux instruments. Donc, lorsqu'il y avait brume, il y avait aussi les balises radio. On n'avait quasiment pas pour l'aviation. On en avait une à Corner Brook, on en avait une autre à San Antonio, puis il y avait celle de Blanc-Sablon, mais le pilote d'hélicoptère a déjà dû atterrir d'urgence dans une clairière, attendre que la brume passe, et il y avait des enfants à bord, et bon, etc. Puis attendre 3-4 heures dans le fond d'une clairière pour repartir en direction de Blanc-Sablon. Alors, c'est toutes des péripéties. Je me souviens dans la côte de Pador Bay, il a essayé de passer à travers la brume, et on était pris entre la montagne et les pylônes d'électricité. Alors, il y avait une petite... parce que Blanc-Sablon, à l'époque, avait tout de même de l'électricité, et non pas les autres communautés un peu plus à l'ouest. Alors, c'était avec le mazout à l'époque, mais je veux dire, donc on a eu chaud dans l'hélicoptère, là. Oui, toutes sortes de mésaventures qui se sont vécues en Basse-Côte-Nord, comme on en vit encore aujourd'hui. Par contre, au niveau, il y avait des problèmes de communication, hein, avec les anglophones, les francophones. On était quand même capable de se parler, mais avec les familles Innu à l'époque, c'était pas évident non plus, là. Des Blancs qui pouvaient traduire, comme on l'a vu la semaine dernière, de façon simultanée à Maliotenam, là. Ça marchait pas de même à l'époque, hein. Comment on faisait pour communiquer avec les familles Innu? Ah mon Dieu, à Saint-Augustin, qui est juste en face de la communauté de Pacoashippi, c'est-à-dire de l'autre côté de la rivière, on avait deux jeunes filles qui faisaient la traduction, mais ils n'étaient pas toujours disponibles. En plus de ça, c'est que ce qu'on appelle le diagnostic qu'on faisait par radio-téléphone, parce qu'on ne pouvait pas utiliser le bon vieux téléphone. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film, justement, La Grande Séduction. On marchait avec le téléphone, ce qu'on appelle le téléphone à plug, là, où tout le monde écoutait sur le fil, là. Sonnait un coup, sonnait deux coups, sonnait trois coups. Alors, on avait un système de radio-amateur, l'indicatif était XOP à l'époque, et puis le médecin faisait ses diagnostics avec l'infirmière de Saint-Augustin, et puis là, il fallait qu'elle ait la traduction de la jeune fille pour savoir exactement où il y avait mal et pourquoi il y avait mal, et puis le pauvre médecin, lui, était obligé d'initier un diagnostic ou d'élaborer un diagnostic d'après en fin de compte, la traduction de la personne en question, là. Alors, des fois, ils avaient des erreurs. Pour stabiliser le patient, là, on y allait beaucoup avec des antibiotiques, entre autres le célèbre pambritain de l'époque, là, qui est l'ampicilline. Alors, très souvent, les enfants devenaient résistants après 1 an ou 2, là. C'était la réalité de la Basse-Côte-Nord à l'époque. En terminant, Dr Morache, vous, à vos connaissances, là, dans vos souvenirs, c'était pas de la maltraitance, hein? Il y avait des problèmes à desservir les communautés de la Basse-Côte-Nord. On vivait une situation particulière à Pacoashippi, mais la bonne volonté, le respect, y était selon vous? Disons que oui, à l'hôpital, s'il y avait un cas assez, on appelle ça des cas critiques, ils étaient immédiatement transférés de l'autre côté à Terre-Neuve, à Saint-Anthony. On avait un DC-3 qui atterrissait, alors on n'avait pas d'ambulance non plus là, à l'époque, là. C'était un pick-up, et puis je me souviens que je tenais le soluté au bout de mes mains, et puis on mettait ça dans le DC-3. Il y avait aussi un autre élément dans ce dossier-là, il n'y avait pas de thanatologue, on n'avait pas de salon funéraire. Il faut tout mettre ça dans un contexte global.
l'hôpital. Alors, c'était vraiment la débrouille et tout le monde s'entraidait. Du moins du côté médical. Et puis, il y a encore une fois les religieuses qui étaient là, puis même aussi les infirmières, ce qu'on peut dire les infirmières laïques, ont été très souvent admirables. Je me souviens d'un cas d'insuffisance pulmonaire où est-ce que la jeune fille a été obligée de faire un 16 heures en attendant que le DC-3 arrive pour le transporter à Saint-Anthony. Alors, il y a eu des cas de dévouement incroyables. Saint-Anthony, c'était du côté de Terre-Neuve. Là aussi, là, ça multipliait finalement les possibilités de perdre des gens ou d'incommunication dans tout ça. Docteur François Morache, un gros merci de nous avoir témoigné de cette expérience, de nous rappeler vos souvenirs d'une pratique particulière en Basse-Côte-Nord à une certaine époque. OK, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Chez Super C, on a des superbes prix partout dans la circulaire et on vous garantit les meilleurs prix sur tout ce qui est en première page. C'est simple, on surveille la concurrence et on ajuste nos prix au besoin pour que tout le monde puisse en profiter. Pas de questions, pas de niaisage, juste les meilleurs prix garantis. Par exemple, jusqu'au 6 décembre, les pâtes alimentaires Primo format 900 grammes sont à seulement 99 cents. Impossible de trouver moins cher ailleurs, c'est garanti. Super C, beau, bon, vraiment pas cher. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Le 14 décembre prochain aura lieu la journée Noël des enfants de vos stations Attraction Radio. Pour participer, vous devez faire parvenir un dessin de Noël au 365 boulevard L'Or, G81-1X2 jusqu'au 12 décembre. Plusieurs enfants de la région recevront un cadeau de la part d'une entreprise locale. Les enfants gagnants recevront leur cadeau jeudi le 14 décembre entre 17h30 et 18h30 à Place de Ville. Moi j'y serai. Et toi, Père Noël? J'y serai pour remettre les cadeaux aux enfants. Les personnes gagnantes seront contactées le 13 décembre. Joyeux temps des fêtes! Avec la suspension encore plus performante de la Outback 2018 de Subaru, vous irez vraiment partout. Loin, loin, loin dans le bois. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Subaru, confiance et évolution. Je suis vraiment perdu, moi, là. Passez chez Sept-Îles Subaru du 299 boulevard L'Or. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pure FM. 94.1. Côte-Nord. Attitude. Alors Jean, on se transpose du côté du Moxie, de la maison Alouette, où plusieurs organismes communautaires se situent, et un très beau projet du côté de l'Envol Maison de la Famille, qui ont inauguré leur propre cuisine, donc une infrastructure qui pourra bénéficier à toute la collectivité. Et on reçoit en studio pour nous parler de cette belle initiative Madame Bernice Villeneuve. Bernice, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez inauguré jeudi de la semaine passée. Pourquoi avoir décidé de faire construire ou d'aménager une nouvelle cuisine? Ben, parce que ça répondait pas aux besoins de la clientèle. On avait des listes d'attente de gens dans le besoin. On pouvait plus aider les organismes comme on aurait voulu. Donc, c'était important pour nous d'aménager ailleurs. Quand on dit que ça ne répondait plus aux besoins, qu'est-ce qu'on tenait absolument à mettre dans cet environnement de cuisine-là pour être à jour, pour être moderne? Ben, vous savez, on avait des petits fours de maison quand t'es plusieurs personnes à cuisiner, mais c'est pas trop long. 4 ronds pour 15 personnes, oui, ça peut absolument. être long. Ouais. Et c'est ça, la place aussi. On avait de la place pour 6 personnes. Quand on dit qu'on a des listes d'attente, puis on a des gens qui veulent venir, ça fait qu'il fallait absolument. C'est un concept qui est de plus en plus connu. Hein? On parle de cuisine collective. C'est pas juste qu'on va être en collectivité dans une cuisine. C'est comme un concept connu. Il y a même une fédération des cuisines collectives au Québec. Qu'est-ce que c'est exactement quand on parle de cuisine collective? Là, c'est des gens qui se réunissent ensemble, puis qui viennent cuisiner, puis ils repartent avec ce qu'ils ont fait pendant l'avant-midi. Donc, vous autres, vous avez quelqu'un là tout le temps qui coordonne, qui les aide aussi des fois? Oui, on a une technicienne en alimentation. Ah, quand même, une vraie? Oui, absolument. On veut donner de la qualité aussi aux gens. Fait qu'on a une technicienne en alimentation, Mylène Dugas, qui est là avec nous 5 jours semaine, puis qui aide les gens. On prépare le menu, on fait la liste, on regarde les spéciaux, on regarde
les recettes qui peuvent être faites et les gens viennent cuisiner avec nous. Le but du collectif de consommer ensemble ou de cuisiner ensemble, c'est économique aussi pour les familles à faible revenu, justement à l'approche de Noël, là où on garde du budget pour des cadeaux ou pour d'autres choses. Oui, c'est un grand besoin. Je pense que il faut pas se le cacher. On a juste nous à aller voir dans les épiceries le coût de panier d'épicerie. Et on comprend très bien qu'il y a des gens qui en arrachent puis que de faire des cuisines collectives, adoucit la fin de mois, finalement. Autre que les cuisines collectives, quels sont les autres projets que vous réservez dans cette belle cuisine? Écoutez, on veut travailler l'intergénérationnel aussi, hein, les grands-parents. On veut travailler aussi... là, on a un petit projet pour Noël. Il n'y a jamais de petits projets, hein? Non, mais c'est un beau projet. Ouais, c'est ça. C'est avec la compagnie minière IOC, les employés syndiqués pouvaient recevoir, c'est-à-dire, ils pouvaient recevoir 1 000 $ pour l'organisme. OK. S'ils faisaient du bénévolat. Donc, on a regardé ensemble un projet de 1 000 $, un projet qui pouvait être adapté pour nos personnes. Et on a retenu pour les aînés. Donc, ce qu'on va faire, les gens de la IOC vont venir cuisiner bénévolement toute une journée. Et le 23 décembre, on va aller livrer ça. C'est des corps des métallos, là. C'est encouragé par l'entreprise Rio Tinto. Oui, c'est encouragé par l'entreprise. C'est un beau. Donc, c'est là qu'on va faire des pâtés de Noël. Oui, on va faire des pâtés, on va faire une tourtière, on va aller... puis le 23 décembre, on va partir, puis on va aller livrer ça au Corosol, Pionnier, puis... des pains à sandwich, là, au cheese whiz. C'est bon. Là, vous me donnez faim, là, sur du midi comme ça. C'est là qu'on voit qu'une cuisine, c'est très rassembleur, hein. Il y a plein de projets. Et vous êtes ouvert vraiment aux suggestions. Votre cuisine sera bien occupée, ça je le comprends bien, mais on pourra moduler les horaires pour vraiment répondre peut-être aux différents projets et aux différents organismes qui auraient besoin, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres organismes qui vont faire appel à vous. Oui, puis c'est ça qu'on veut. Hein. On dit que ce soit la clientèle, là, je vais vous nommer n'importe quel organisme, mais mettons femmes aux 80 ou les aînés anglophones qui ont besoin d'aide. Pour nous, c'est une clientèle de cette île. Hein. C'est aider la population finalement. Ça fait on se fait un plaisir à... Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des gens de tous âges. Il pourrait y avoir un projet avec des enfants à la DPJ. Moi, je pense à nos personnes âgées, parfois les hommes particulièrement, là, qui n'ont pas cuisiné dans leur vie. La madame disparaît, le monsieur devient veuf, puis il est pas habitué à ça. Là, c'est souvent c'est son autonomie qui est compromise. Il a pas cuisiné de sa vie. Je peux vous dire qu'on est ouvert à toute suggestion et on a déjà des beaux projets là en vue, là, des belles choses. Puis c'est sûr que les aînés, c'est très préoccupant pour nous. Et j'imagine que vous aurez un petit coup de fil du côté du nouveau centre d'action bénévole, le Virage de cette île, là, avec leur projet de popote roulante qui doit revenir dans les mains de la communauté. Je pense que ça sera une belle discussion à avoir pour comment endroit pour préparer cette popote roulante. On aimerait bien ça. on s'en reparlera quand il y aura des confirmations. Pour construire ça, ça prend des normes, ça prend vraiment des choses très importantes. Est-ce qu'il y avait des choses qui peut-être vous ont surpris un peu, sur lesquelles vous deviez là, travailler ou prévoir? Oui. Ce qui nous a surpris dernièrement que je viens de... Quand les pompiers sont passés pour voir si on était réglementaire, moi, avant, on avait juste une petite cuisine avec un petit poêle, puis fait qu'on faisait pas de friture, hein, on faisait pas de frites et choses comme ça. Donc, on m'avait dit c'est correct. Mais là, vu qu'on a un grand poêle, puis c'était plus correct. Là. Fait que ça a été une dépense non prévue, mais on va être réglementaire, oui, il faut se conformer. Moi, je me posais aussi la question, pour tous, parce qu'il y a tellement de gens qui vont se rendre là, des gens qui vont cuisiner différentes recettes. Pour tout ce qui est allergie, comment on va réussir à gérer ça, quelqu'un qui est allergique aux arachides ou à certains produits, va vraiment falloir bien nettoyer après l'utilisation? Ah, c'est sûr, mais vous savez, c'est pas pour rien qu'on a une technicienne en alimentation. Ben oui. Vous savez, c'est très important pour nous, la salubrité et aussi, comme vous dites, le désinfecter et être bien sûr que tout est correct là, pour pas... pour pas qu'il y ait de petits désagréments là, une fois que les gens se rendront cuisiner ou préparer des choses. C'est un beau projet. Comment on a financé ça? C'est toujours compliqué le financement ou si là on a eu quand même une belle ouverture des gouvernements? Là? On a eu une ouverture premièrement de la MRC. La MRC on peut le dire, la MRC a mis 50 000 $ pour nous aider
monter. Ça monte vite d'une cuisine. Moi, j'ai juste été obligé de changer mon frigidaire récemment. Là, puis ça peut varier de jusqu'à 3-4 000 $. Sans eux, on n'aurait jamais pu faire cette cuisine-là. Ça fait qu'on est très reconnaissant. Fait que la MRC et le ministère de la Famille, cette année, nous avait remis une enveloppe budgétaire disant que c'était non récurrent puis qu'on pouvait l'employer pour des nouveaux projets. Mais nous, notre projet était de faire une cuisine, donc c'est... Parce qu'il n'y a pas de subventions récurrentes là qui vont revenir chaque année pour vos projets de cuisine collective. Non, malheureusement, non. C'est comme vos autres programmes, il faut toujours se battre avec les gouvernements. Chercher. Mais une fois que c'est construit, on peut l'utiliser, on en prend soin. Quand il y a un petit pépin quelque part, je suis sûr qu'il y a des compagnies à cette île, soit pour l'entretien ou pour changer certains appareils qui seront... On s'est fait un devoir, premièrement, d'acheter tout ici à cette île, local. L'achat local, pour nous, c'était important. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'ici à cette île, les entrepreneurs ont un très grand cœur. Ça, on peut le mentionner sur toutes les que ce soit la joie réfrigération, que ce soit... les gens pour l'électricité, le BL et tout. Ils nous ont tous aidés beaucoup, là, tu sais, parce que au vrai coup, je ne crois pas qu'on aurait réussi. Ça veut dire qu'avec 50 000 $, on est capable de réaliser un projet de 150 000. Ben, je crois que oui. Donc, on invite les gens à rester à l'affût là, des annonces de l'envol Maison de la Famille sur les différents programmes et projets qui seront mis en place, que ce soit les cuisines collectives, les cuisines intergénérationnelles. Et on lance l'invitation aux gens qui ont peut-être une belle idée concernant de la nourriture et des cuisines, de faire appel à l'envol Maison de la Famille. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir de faire cheminer votre projet. Bernice Villeneuve de l'Envol Maison de la Famille pour leur projet de nouvelle cuisine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Jusqu'à mercredi, c'est la ski folie chez Sport Expert. Obtenez 20% de rabais sur l'équipement et les accessoires de ski et de planche à neige. Marques et modèles sélectionnés. Voir détails en magasin et au sportexpert.ca. Ma couverture douillette, je l'ai. Mes émissions de télé préférées, je les ai. Économiser pendant que je profite de la saison de l'hibernation au max, ça aussi je l'ai avec le trio tout inclus de Cogeco. Internet Ultra Fibre 40 illimité, la téléphonie et le forfait Télémix ultime, incluant RDS, TVA Sport et Super Écran pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Obtenez aussi l'enregistreur Thibaut gratuit pendant 12 mois. Des conditions s'appliquent. Il fait peut-être froid à l'extérieur, mais c'est épatant à l'intérieur. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 Laure à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, il y a point S. Vous êtes à la recherche de personnel? Saviez-vous que vous pouviez annoncer vos offres d'emploi ici, sur les ondes de votre station Attraction Radio? Une façon efficace et ultra rapide de rejoindre les gens directement dans leur quotidien. En plus, nous offrons un tarif spécial aux entreprises de la région pour les aider dans leur démarche de recherche de personnel. Pour information, contactez l'un de nos représentants au 94.1 Pure FM, au 88 962 3838. Attitude. Alors Jean, ensuite on continue de parler de cuisine. Hein? Là on vient de parler d'une cuisine collective, on a parlé de la nouvelle cuisine de l'Envol, mais là on va parler d'un souper de crabes et de crevettes parce que on touche plus large que le simple souper de crabe. On s'entend que c'est pas la semaine prochaine, hein, parce que le crabe et la crevette, on va attendre au printemps quand même, ouais. Hein, la saison du crabe et de la crevette. Et on va parler d'une autre bonne cause. Tantôt on parlait de l'Envol Maison de la Famille. On parle maintenant de l'Élim des Sables. Depuis 3 ans, des gens de Québec organisent un souper de crabes et de crevettes dans la région de la capitale, mais au profit de notre maison de soins palliatifs ici à Sept-Îles, Côte-Nord. Faut dire que des Sétiliens, des gens de la côte à Québec, il y en a pas mal, dont Louis Hamel qui est avec nous, c'est un des instigateurs. Il y a Suzanne Cassista, la directrice de l'Élim des Sables qui est avec nous également. Bonjour. 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 Louis, du monde de la côte à Québec, t'en côtoies quoi, presque tous les jours? Ouais, très régulièrement. Je dirais qu'il y a plusieurs milliers de personnes, je pense, qui sont à Québec ou dans les alentours, à Lévis, des gens qui vont rester en banlieue. Et puis, on en croise aussi souvent
des gens qui descendent de Montréal, Sherbrooke, Rimouski. Et ces gens-là n'oublient pas leurs racines, finalement. À un moment donné, vous étiez 3 ou 4 là, dans une activité entre amis, puis vous avez dit, ah tiens, les Limes des Sables, peut-être qu'on pourrait faire un projet ici à Québec. C'est un peu comme ça que ça a parti, hein? Ça a parti comme ça, oui, puis on s'est dit, on va essayer de trouver quelque chose qui va joindre l'utile à l'agréable. On a parti l'idée, on a mis les choses en place. On a d'abord consulté Suzanne pour voir qu'est-ce qu'elle en pensait, comment elle voyait ça. Et puis ensuite de ça, ben on l'a monté. Ça a bien répondu, 225 personnes chaque année. Il y a même des gens qui montent de cette île, qui viennent participer au souper. Puis la deuxième édition, il y a eu encore plus d'anciens de cette île, ce qui fait que c'est des retrouvailles. C'est vraiment ça, hein? Ça prend vraiment la forme de retrouvailles de monde de la côte à Québec. Exactement. C'est un gros party. Et puis, ça commence vers 5 heures samedi. Ça va être le 21 avril cette année. C'est un samedi. On met toujours ça vers la 3e semaine d'avril. Et les gens, ça vient de partout. Il y en a de Montréal. Il y en a qui ont dit l'année passée, écoute, on va en monter plus encore. Les gens sont pas au courant. Alors là, ça fait du bouche-oreille. Et puis, plus de gens l'année passée de cette île ou d'anciens. Et on s'attend encore plus pour la 3e édition. Et c'est sûrement pas du crabe de la Nouvelle-Écosse puis des crevettes de Matane que tu vas servir là quand même, hein? Non, le crabe crevette partent le matin de la Haute-Côte-Nord, mais ils viennent de cette île. Ils viennent de la Côte-Nord directement. C'est un regroupement de poissonnerie. Et puis, ça part le samedi matin. C'est cuit dans la nuit. Ça arrive à Québec sur l'heure du midi. Alors, c'est frais. Et puis, il y a un traiteur qui s'ajoute à ça. Alors qu'il y a toutes sortes d'autres choses. Et puis... il y a d'autres à côté, comme de l'animation. J'imagine, l'an dernier, il y avait un petit spectacle, hein? L'année passée, il y a un spectacle. Et puis, il y a une soirée dansante. Il y a des tirages pour augmenter les profits de la soirée. Et puis, ça se termine vers 1h du matin, mais c'est un bon 8-9 heures en ligne, là, les gens dorment. 1h du matin, ça peut peut-être finir plus tard que ça, connaissant les gens de cette île qui se déplacent là, hein? Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fonctionne assez bien pour rejoindre les gens, là. Il y a plein de monde à l'écoute qui ont de la parenté dans la région de Québec, qui vont les voir dans le temps des fêtes. Ils vont revenir voir les gens de la côte, là, dans le temps des fêtes. Donc, c'est le temps de passer le message. Est-ce qu'il y a quoi, un événement Facebook, quelque chose, là, pour faire circuler ça? Oui, on va le faire circuler sur notre page Facebook. Les gens peuvent s'informer. Mais aussi, je l'ai pas vu encore, hein? On va le créer on va le créer. Janvier, là, on va le faire circuler. On va annoncer ça aux gens. Les gens vont pouvoir acheter leurs billets. Puis on parle de l'amour de la région, mais moi, je pense que c'est l'amour du crabe crevette frais aussi. Là, qu'on offre là, dans la même journée. Puis l'idée des retrouvailles dans la région de Québec, c'est gagnant aussi. On a une date déjà, Louis? Oui, c'est fixé, ça? Oui, samedi le 21 avril. C'est toujours à l'Hôtel de Ville Saint-Augustin. C'est une très, très c'est ça, vous faites même pas ça à Québec? Non, parce qu'on veut donner le plus d'argent possible à l'Élim, mais c'est très difficile de fonctionner en ville avec leur traiteur, etc. Je ne dirais pas dans les détails, mais disons qu'on veut redonner le plus possible, puis c'est une excellente salle pour ça. Environ 225 personnes. Bon, puis il y a plein de partenaires, comme tu l'as dit, autour de ça. Est-ce qu'on a des objectifs, quoi? L'an passé, ça a été payant pour l'Élim, ça par là? Le cumulatif, depuis 2 ans, c'est plus de 27 000 $ qu'on a remis en argent. Ah ben quand même, un beau Et plus. Puis, Paul a déjà embarqué pour cette année. Ils nous ont confirmé 2 billets d'avion, toutes destinations. Et puis là, il y a d'autres commanditaires qui s'ajoutent. Alors, il y a un gros tirage aussi en soirée. Bon, et la gang qui a parti ça, là, votre motivation, finalement, toi, je pense que tu as de la famille. Tu l'as déjà visité, à un moment donné, la maison Les Limes des Sables, de la parenté, puis tu as tellement trouvé ça bien, accueillant. Oui, exactement. J'étais venu visiter un oncle et puis j'avais trouvé que l'endroit était magnifique dans les circonstances. Et puis, ça n'a pas été une décision qui était difficile à prendre là, pour organiser ce super-là pour donner les profits à l'Élim des Sables. Même si c'est relativement jeune, notre maison de soins palliatifs à cette île, le monde qui sont à Québec, là, ceux qui ont quitté cette île depuis plusieurs années, est connu maintenant, la maison. Hein? La cause est pas difficile à vendre pour toi là à Québec. Là. Non, c'est très facile. C'est très facile. Et puis même des gens, l'année dernière, de Sherbrooke qui sont venus, ils ont dit qu'ils allaient faire des dons pour les Limes, là, c'est des choses qu'ils allaient faire, puis ils trouvaient ça super. Puis à Québec, on connaît Michel Sarrazin, alors on sait qu'est-ce que c'est aussi, les Limes. Alors, il y a des gens de Québec qui trouvent ça magnifique. On organise un souper pour une maison de soins palliatifs chez nous, un peu plus petite, mais qui répond aux mêmes critères et aux mêmes objectifs. Quand même, Suzanne, ça, on appelle ça de la notoriété. Depuis 3 ans, on est tellement connu jusqu'à Québec qu'il y a un souper de crabe et crevettes pour la maison de cette île. Je pense que le monde est petit, comme on dit. Alors, il y a toujours quelqu'un dans la région de Québec qui a connu quelqu'un à cette île qui est passé. Alors, ces gens-là vont venir nous aider.
Puis c'est une belle soirée. Nous-mêmes, on se déplace là, en tant que membre du conseil d'administration et direction. Je représente les LIM là-bas à cette soirée-là. Puis les gens apprécient qu'on se déplace pour aller les remercier sur place là, de leur générosité dans cette activité-là. Puis c'est un beau plus dans votre budget. Hein? Vous l'avez pas demandé, puis ils vous donnent déjà 21 000 en 2 ans. C'est quand même pas Ben, c'est ça, c'est une belle activité. On ne leur a rien demandé. L'argent tombe du ciel, comme on dit. Exactement. Ça s'ajoute à la récolte, puis on est très content de ça. On fait des jaloux dans les autres maisons ailleurs au Québec. Oui. Parle-nous-en de la récolte. Là, on doit être là-dedans pas mal. Là. On est pas mal voyais sur votre site Internet qu'il y a aussi des tricots de l'Élim avant les fêtes qu'on peut se procurer. On a des petites mains habiles à l'Élim des Quand Sables même, ça tricote à l'Élim. Ça tricote, puis ils font des personnages de Noël. Alors, on a fait un assemblage. Là, vous l'avez peut-être vu ce matin, c'est ça? Oui. Tu l'as vu? Donc, on fait un tirage avec ça. Donc, les gens peuvent aller le voir sur la page Facebook, peuvent venir acheter. Donc, il y a des billets disponibles. Oui, exactement. Voilà. Malheureusement, hein, la mission de l'Élim, elle est tout aussi importante en décembre. Il y a des gens qui ont besoin. On a de la clientèle. On ferme pas dans le temps des fêtes non plus. Jamais. Hein. C'est un 24/7. On est tout le temps là, tout le temps ouvert. La période des fêtes, c'est difficile. Autant pour ceux qui ont perdu dans l'année, parce que c'est une première fête sans les proches. Mais c'est aussi ceux qui, malheureusement, ne pourront peut-être pas passer Noël. Alors, ou ce sera le dernier. Alors, il faut mettre une petite touche spéciale dans cette fête-là, puis on fait ça là, avec grande sérénité et dignité. Et autant du côté de nous.tv, Tommy, que ici, Attraction Radio, on est très impliqué au niveau du télé-radioton. On aura certainement l'occasion d'en reparler là, quelque part en 2018. Rapidement, les gens vont commencer à recevoir de la documentation bientôt là, à cet effet-là, avec la présidente d'honneur, Chériane Féquette, qui est bien déterminée à faire un succès de l'événement. Donc, ça va se lancer en grand là, en janvier. Louis Hamel, en terminant, on n'imprimera peut-être pas de billets cette année. Dans le fond, il y a des billets d'archives que tu as remis à Suzanne qui va les faire laminer là, pour la première édition. Mais on peut quand même réserver une place tout de suite, j'imagine, pour le souper 21, tu m'as dit, avril. Le 21 avril, on peut communiquer avec Suzanne à l'Élim des Sables. Et j'ai oublié tout à l'heure de mentionner les personnes avec qui j'organise ça. Alors, c'est un gros travail d'équipe avec Anne Malouin. Et avec José Béchard, l'année dernière, Barbara Morneau a travaillé avec nous aussi très fort pour le souper. Elle est de retour dans la région présentement, mais c'est un gros travail d'équipe et puis on sait que ça va être encore salcombe cette année, puis on est très heureux. Il nous reste juste à passer le message à tout le monde qu'on connaît qui vient de cette île, qui est disponible à publier l'Élim le 21 avril prochain. C'est des belles retrouvailles par la même occasion. Louis Hamel qui organise ce souper de crabes et de crevettes à Québec. Suzanne Cassista, directrice de l'Élim des Sables. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Merci à vous. Courte pause et on s'entretient où c'est plutôt la chronique assurance avec Guy Duchesne. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. À l'approche de Noël comme ça et de la saison de motoneige qui est commencée pour plusieurs déjà sur la Côte-Nord, on va parler de l'âge des conducteurs, une chose qu'on oublie parfois. À notre chronique d'assurance, donc avec l'expert Guy Duchesne. Bonjour Guy. Bonjour Jean.
Jean? La saison de la motoneige là est déjà commencée. Il faut pas confondre, hein. Des fois, les jeunes, on peut conduire très jeune des mobylettes l'été, mais pour la motoneige, c'est pas le même genre de permis, hein. Effectivement, Jean, je vais commencer peut-être par donner une caractéristique de tout contrat d'assurance automobile ou VTT motoneige, là, la formule, le contrat FPQ numéro 1 qu'on appelle la formule des propriétaires de véhicules, où on a une clause pour l'usage interdit d'un véhicule assuré. On vient dire dans cette clause que les personnes assurées ne doivent pas conduire le véhicule ni le faire fonctionner dans les situations suivantes. S'ils n'ont pas au moins 16 ans ou l'âge légal pour conduire, et s'ils ne sont pas autorisés à conduire selon la loi ou aptes à conduire ou à faire fonctionner le véhicule. Puis on dit également que toute personne assurée ne doit pas non plus permettre à toute autre personne de faire usage du véhicule assuré dans cette situation. Et c'est quoi l'âge légal pour conduire? Si on se réfère à la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, qui en passant ont un site internet très bien fait, là, donc les gens pourraient aller se référer au site de la SAC, c'est super facile de s'y retrouver. Donc l'âge minimal pour conduire, c'est bien important d'écouter, c'est 16 ans. Donc pour conduire une motoneige ou un VTT, l'âge minimal est de 16 ans. Non seulement c'est de 16 ans, mais on doit également détenir un certificat d'aptitude ou de connaissance pour pouvoir conduire à 16 ans. Si on ne possède pas déjà un permis de conduire, on doit obtenir auprès de la SAC un certificat d'aptitude. Donc ça, c'est entre 16 et 18 ans, ou en fait, jusqu'à temps qu'on ait son permis officiel. Là. Jusqu'à temps qu'on ait le permis de conduire, si on a 16 ans, on doit avoir un certificat d'aptitude délivré par la SAC pour être autorisé à conduire selon la loi. OK. Et le certificat, c'est pas comme le permis, parce que le permis, depuis quelques années, il faut vraiment avoir suivi un cours là, et des examens. Bien, effectivement. Donc, si un jeune de 16 ans qui n'a pas encore son permis de conduire pourrait aller passer le certificat d'aptitude pour pouvoir conduire le VTT ou la motoneige. Et également, si on a à circuler sur un chemin public ou traverser un chemin public, à ce moment-là, il faut absolument avoir le permis de conduire. Donc, c'est des restrictions qui sont très importantes et qui pourraient être appliquées par votre assurance advenant un accident ou une réclamation. Donc, les dommages au véhicule pourraient être exclus du contrat si, par exemple, la période des fêtes s'en vient, on a de la visite, on prête notre véhicule à notre neveu qui vient au chalet, il a 14 ans, 15 ans, donc techniquement, il n'est pas autorisé par la loi à conduire son véhicule. Votre assureur pourrait, je dis bien pourrait, refuser de payer et pourrait également refuser de payer en responsabilité civile s'il cause des dommages à autrui. Si, par exemple, il frappe une autre personne et qu'il cause des blessures à un autre véhicule ou à un autre individu ou à un autre motoneige. Donc, à ce moment-là, l'assureur pourrait refuser de payer. C'est vraiment, pensez-y bien, hein? On n'a pas, c'est pas tout le monde qui est au courant. Je pense que ça prend vraiment 16 ans pour conduire comme ça. Je ne pense pas, effectivement, parce qu'on régulièrement, on va prêter nos véhicules à nos enfants ou à nos neveux et nièces qui viennent en visite. Malheureusement, on prend un risque tant pour eux, pour leurs blessures, que pour les dommages qu'ils pourraient causer à autrui et les dommages causés au véhicule lui-même qui pourraient être exclus par votre assurance. Et ça, c'est pour toute motoneige normale ou VTT, parce qu'il y en a des plus petits modèles, ça, c'est plus des amusements à ce moment-là. Alors, c'est un autre problème, effectivement, où il y a un flou dans la loi, où on peut acheter pour nos enfants des c'est motorisé quand même, hein? Qui ont souvent de 100 cc et moins, là, de plus petit calibre. Mais lorsqu'on regarde la loi, ça mentionne quand même qu'il faut avoir 16 ans pour conduire ce genre de véhicule. Mais c'est un peu un flou parce que c'est vendu pour des enfants. Donc, bien souvent, une personne de 16 ans embarquerait là-dessus puis aurait les genoux d'en face, comme on pourrait dire. C'est beaucoup trop petit pour un adolescent ou un adulte. Mais il y a un flou également du côté assurance. C'est très difficile. Informez-vous comme il faut avant de faire l'acquisition de ce genre d'appareil. Il y a peu d'assureurs qui acceptent d'assurer ce genre de véhicule pour enfants, tant du point de vue du dommage au VTT ou en responsabilité civile. C'est possible de s'assurer, mais pour l'avoir expérimenté dernièrement, c'est très compliqué à trouver l'assureur. Oui. Et il y a de très peu sur le marché qui veulent assurer ce genre de véhicule. Oui, parce qu'il y a un flou dans la loi. Donc, on comprend les assureurs aussi là, d'être très prudents avec des choses comme ça. Hein? Bien, effectivement. Donc, souvent, c'est des jeunes enfants qui conduisent ça. Donc, leur expérience n'est pas là, bien entendu. Et il peut y arriver des blessures ou des accidents. Mais le produit est offert sur le marché. Donc, on sait qu'il y en a qui vont l'acheter. C'est très important de trouver une assurance pour nous couvrir à ce moment-là. Bon, ça fait partie finalement des responsabilités du propriétaire du véhicule. Hein? L'âge légal, c'est 16 ans. Alors, des fois, les neveux et nièces, on ne sait pas tout le temps s'ils ont 13, 14, 15 ou 16 ans. Il faut vérifier. Il faut vérifier, puis y penser avant de prêter notre véhicule là, dans la période des fêtes qui s'en vient. On sait que c'est des choses qui vont arriver. Donc, y penser comme il faut
faut avant de le faire et de s'assurer que les personnes sont aptes à conduire selon la loi. Sinon, Guy, prêter sa motoneige, quand même assez courant. La personne à qui on le prête, on n'a pas besoin d'inscrire son nom sur la police. Elle est normalement couverte, là. Ben, faut faire attention, Jean. Si, normalement, le conducteur d'une motoneige ou d'une VTT doit être inscrit au contrat d'assurance. Si on le prête à une personne, faut s'assurer, comme je reviens à ce que je disais au début, faut s'assurer que la personne a au moins 16 ans ou l'âge légal et qu'elle est apte à conduire. Donc, sinon, on va avoir un problème avec nos assurances. C'est un peu la même loi que pour son automobile, finalement. C'est la même chose qu'un automobile, sauf qu'il y a quand même beaucoup plus de latitude du point de vue d'automobile. Si on prête notre véhicule, je te prête mon véhicule, je viens demain matin pour que tu ailles faire une commission, tu viens super à la maison, puis on a oublié quelque chose, tu vas au dépanneur chercher une pinte de lait, mais il n'y a pas de problème, mon assurance va couvrir. Si tu le conduis, par contre, à toutes les semaines ou à tous les jours, à ce moment-là, il faut que je le mentionne à mon assureur. Comme étant le deuxième conducteur. Il y a quand même une latitude un petit peu plus grande, mais lorsqu'on parle de véhicules spécialisés comme les motoneiges et les VTT, les assureurs sont beaucoup plus spécifiques. Ben, c'est très bon à savoir, surtout dans la période des fêtes, justement, là où on a plus d'activités en famille et les véhicules comme les motoneiges, les quads d'hiver également, là, faut bien préciser, c'est pour 16 ans et plus. Parfait. Puis, Jean, si les gens ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours du plaisir de vérifier puis de faire les bons ajustements à leur contrat d'assurance. Donc, on pourra en discuter plus particulièrement selon les besoins de chaque individu. Et là, il y a une tempête de neige qui s'en vient dans les prochaines heures, Guy. On espère que tout le monde est prêt en conséquence, hein, entre autres pour le déneigement des autos. Ça aide à la sécurité. Ben, c'est certain, Jean. Puis le déneigement des entrées, j'en parle à chaque année, mais assurez-vous d'avoir du sable ou du sel pour mettre dans vos entrées lorsqu'il va y avoir des périodes de redoux également, puis qu'on va avoir de la pluie, du verglas pour éviter des chutes, surtout avec la période qui s'en vient des fêtes. Et si vous prévoyez des vacances à l'extérieur, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui va venir à ce moment-là déglacer pour éviter, lorsque vous allez arriver, que votre entrée soit comme une patinoire et que si des gens viennent chez vous, le facteur, par exemple, ait un accès sécuritaire à votre résidence. Ben voilà de bons conseils, bien de saison. Guy Duchesne pour notre chronique assurance. Un gros merci encore une fois. Mais merci, Jean. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Alors Jean, c'est ce qui conclut notre émission. Je vous rappelle là, cette semaine dans mon émission Connecté Sept-Îles et Port-Cartier, je vous présente le passage de Monsieur Haussan, Jean-Martin Haussan, qui nous parle d'économie sociale et de reprise collective, un reportage extrêmement intéressant. Et demain, à Côte-Nord-Attitude, on devrait s'entretenir avec l'auteur du film en production, en tournage à Ouachat-Sept-Îles, Naomi Fontaine, de même qu'avec la conseillère Virginie Michel du Conseil de Banditoum. Ben, génial. Donc, soyez des nôtres. Sinon, bonne journée sur les ondes de Pure FM.